Rebonsoir, deuxième partie de Paris-Jaffa avec cette insoutenable légèreté de l'être humain. 70 ans après la mort d'Adolf Hitler, Mein Kampf redevient un énorme succès de librairie. Ce brûlot de haine antisémite, tombé aujourd'hui dans le domaine public, est désormais accessible. Les lecteurs se l'arrachent, les éditeurs se réjouissent. Jonathan Serrero. Un visage, un regard et un livre ressuscité des méandres de l'histoire. Mein Kampf, le pamphlet d'Adolf Hitler, ressort des archives pour une réédition inédite depuis 1945. Écrit en 1925 et sorti en 1933, l'œuvre a mis en lumière l'idéologie nazie prônée par l'ancien Führer allemand. En 2016 et 70 ans après la Shoah, le brûlot antisémite revient sur les étalages des librairies du pays. Une œuvre de 1948 pages comportant 2 volumes et riche de 3500 notes de commentaires. Nous voulons naturellement réaliser une édition critique, une édition basée sur les fondamentaux, en contredisant Hitler, en le corrigeant. Malgré l'émoi suscité par cette nouvelle publication, le président du Conseil juif allemand veut croire à l'effet pédagogique de l'œuvre réalisée par l'Institut d'histoire contemporaine de Munich. À mon avis, cette documentation critique et tous ces commentaires peuvent permettre de clarifier certaines choses sur les fausses idées répandues sur le nazisme, notamment sur Internet. L'éditer sous ce format est une bonne chose, je pense. Un avis pas forcément partagé par tous les membres de la communauté juive en Allemagne. Je suis totalement contre ce livre. Je pense que vous ne devriez pas faire la promotion pour cette œuvre scandaleuse qui a conduit des millions de personnes vers la mort. Je pense que cette réédition est très problématique. Pourtant, cette œuvre commentée de Mon Combat va être rééditée un peu partout dans le monde et notamment en France par les éditions Fayard. Une décision catastrophique a qualifié le président du CRIF, Roger Kuckerman. En Israël, la diffusion de ce livre à une large audience demeure interdite. Et l'on retrouve à Paris en direct pour Paris-Jaffa David Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous êtes juriste et co-auteur avec Philippe Cohen et Jean-Marc Dreyfus d'un livre pour en finir avec Mein Kampf. Alors votre réaction à ce succès de librairie? Écoutez, ce n'est pas vraiment une surprise puisque Mein Kampf est un livre qui se vend énormément, comme il a été souligné dans votre sujet, depuis 1933, entre autres. Donc malheureusement, ce n'est pas vraiment une surprise pour nous. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? On a été incapable d'empêcher cette réédition, déjà. De toute façon, alors ce qu'il faut peut-être commencer par souligner, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Mein Kampf était déjà publié, notamment en France. En France, les nouvelles éditions latines, qui est une maison d'édition française, a le droit de publier Mein Kampf depuis 1945, puisque l'anecdote que beaucoup de monde ignore, c'est que Mein Kampf, le seul moment où ça a été interdit de publication en France, ça a été pendant la guerre, finalement. Donc, est-ce qu'on pouvait vraiment empêcher cette republication? Non, puisque c'était par application du droit d'auteur. La question, c'est, face à cette republication, comment la traiter? Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est, je vais être poli, l'incroyable hypocrisie des éditeurs. Si on était vulgaire, on dirait faux cul. Ils assortissent cette publication d'une lecture critique, mais enfin, on peut voir derrière ça un objectif purement mercantile, non? Alors, pas vraiment. Alors en France, effectivement, on a beaucoup parlé, suite aux déclarations de M. Mélenchon à la fin de l'année dernière, de la publication qu'allait faire la maison Fayard. Alors ce qu'on a un peu moins dit, c'est que Fayard s'était quand même engagé, suite entre autres aux propositions de notre association, à reverser tous les éventuels bénéfices qu'il pourrait tirer de cet ouvrage à des associations de défense de la mémoire de la Shoah. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans l'édition qui était préparée par Fayard, c'est une édition qui ressemble un petit peu à ce qui se fait aujourd'hui en Allemagne, qui est assorti d'un énorme appareil critique. Donc concrètement, les personnes qui seraient attirées vers cette idéologie nazie ne vont pas forcément se diriger vers une édition comme ça. C'est plus une édition qui se destine à un public de chercheurs, d'historiens et de gens qui voudraient mieux comprendre la haine de ces années-là. Voilà, ce qui surprend tout de même, c'est l'absence de réflexion sur les conséquences possibles d'une telle réédition. Quand on voit la crédulité des jeunes devant le net, notamment, cette
capacité à gober n'importe quoi, on peut se dire que la publication de nouveau de Mein Kampf peut à nouveau faire d'autres émules, tout simplement. Oui, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que Mein Kampf est disponible sur Internet en 3 clics. Faites le test dans n'importe quelle langue. Vous le trouvez aujourd'hui à partir de Google ou de n'importe quel autre moteur de recherche. Et vous allez le trouver bien souvent sur des sites qui font la promotion d'idéologies tout à fait inqualifiables, alors que ce soit sur des suprématistes blancs. Ça fait partie du kit du parfait petit djihadiste sur tous les sites djihadistes possibles. Donc, si déjà un jeune veut trouver Mein Kampf aujourd'hui, autant qu'il le trouve dans une édition qui lui explique à quoi ce livre a mené, et aussi dans une édition qui ne présentera pas l'auteur de manière laudative et son projet de manière laudative. Alors, du point de vue juridique, on ne peut plus rien faire. Du point de vue éditorial, on ne peut plus rien faire. Je reviens à votre première question. Que faut-il faire Voilà. Qu'allez-vous faire vous-même? Oui. Comme juriste, par exemple. Alors, nous-mêmes, nous ne nous opposons pas à la republication de Mein Kampf, puisque, comme je viens de le dire, Mein Kampf est un livre qu'on trouve très facilement sur Internet. Nous, ce qu'on dit aux éditeurs, c'est qu'à partir du moment où ils voudront republier Mein Kampf, alors on les encourage à adopter la solution tout à fait originale qu'a adoptée la France depuis la fin des années 70, c'est-à-dire d'assortir les éditions qu'ils vont pouvoir faire de cet ouvrage d'une préface, au moins, qui avertit le lecteur quant au contenu qu'il va découvrir et qui va accompagner ses lecteurs finalement pour leur faire comprendre à quoi ce contenu a mené. Mais encore une fois, nous, on n'encourage pas la publication, on dit à partir du moment où vous publiez, faites-le dans des conditions éthiques et pédagogiques. Voilà, je vous trouve bien bienveillante tout de même. Hein. Je garde le terme que j'employais tout à l'heure, une formidable hypocrisie. Alors, non, on n'est pas bienveillant, simplement aujourd'hui on est dans une réalité qui fait que compréhensif, non compréhensif, plus. Simplement, on est face à une réalité, on est face à un état du droit. Jusque-là, le Land de Bavière était titulaire des droits d'auteur depuis la mort d'Hitler en 1945. Il a géré comme il a pu, c'est-à-dire qu'il a bien souvent empêché la publication du livre. Aujourd'hui, le droit d'auteur est ce qu'il est. Il s'éteint 70 ans après la mort de l'auteur. Le droit est comme il est. Alors, le Land de Bavière dit aujourd'hui qu'il ne fera pas application du droit moral, qui lui aurait permis encore d'empêcher la publication. Simplement, le Land de Bavière va tout de même poursuivre les éditions qui ne seraient pas assorties d'un appareil critique sur le fondement des lois relatives à l'apologie du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme, etc. Merci beaucoup. Donc, on n'est pas compréhensif, on est simplement réaliste face à cette situation. Merci David Alexandre pour toutes ces précisions. Et en Israël, quel accueil, Dror? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, Paul, parce que Mein Kampf est paru en Israël, en hébreu, dans une traduction hébraïque. Mais c'était en 1994 et je précise tout de suite qu'il s'agissait d'une traduction partielle. Quelques extraits seulement avaient été traduits et destinés à un public d'enseignants, d'historiens, de chercheurs. Une édition très limitée et très partielle. Mais bien évidemment, Paul, dans un pays où même jouer Wagner est interdit du fait de l'antisémitisme du compositeur et de la sympathie, de l'affection qu'avaient les nazis pour son œuvre, eh bien évidemment, cette édition si partielle, si parcellaire et si réduite qu'elle soit, avait fait beaucoup de bruit. Mais très rapidement, la polémique est passée. Aujourd'hui, on peut dire, 20 ans après, que la réédition en Europe du manifeste du dictateur nazi n'inquiète pas vraiment les Israéliens, et pour deux raisons. D'une part, la plupart d'entre eux considèrent que l'antisémitisme n'avait pas besoin de ces rééditions pour faire sa réapparition sur le vieux continent, bien évidemment. Et puis, il y a une autre raison, Paul, la relative indifférence des Israéliens dans cette affaire. Pour eux, le danger vient bien davantage de l'antisémitisme d'inspiration islamiste et ou djihadiste que de l'éventuelle résurgence d'un antisémitisme de type hitlérien ou d'inspiration hitlérienne en Europe. Et puis souvent en Israël, eh bien, on rappelle une réalité mal connue ou mal acceptée en Europe, le fait que dans le monde arabo-musulman, dans plusieurs parts du monde arabo-musulman, eh bien, non seulement l'édition du Mein Kampf n'est pas interdite depuis bien longtemps, mais bien au contraire, le livre d'Hitler se vend même très bien. Merci Dror. En France, la justice n'a pas tardé à réagir après l'avalanche aux Deux-Alpes qui a coûté la vie à 3 personnes, dont 2 lycéens. Le professeur qui accompagnait une classe de première a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Maël Benoniel. Après le drame, place désormais à l'enquête. En cause, la responsabilité du professeur qui accompagnait le groupe de lycéens sur une piste noire de la station de ski des Deux-Alpes. Le procureur l'a confirmé, cette piste était fermée au public. Le professeur, quant à lui, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire.
La piste était fermée par le filet habituel avec des inscriptions en plusieurs langues, en 4 langues je crois, piste fermée. D'ailleurs, des gendarmes qui s'entraînaient l'avaient constaté dans la journée en skiant et de toute façon, ça a été vérifié hier soir. L'enquête devra aussi déterminer ce qui a déclenché l'avalanche qui a fait 3 morts, 2 lycéens et un touriste ukrainien. Piste évoquée, un autre groupe de skieurs passait au-dessus des élèves juste avant le départ de la coulée de neige. C'est à 15h45 mercredi que l'avalanche se déclenche à 2500 mètres d'altitude. Le groupe se retrouve pris au piège. La station de ski des Deux Alpes est située dans l'Oisans à une 60aine de kilomètres de Grenoble et s'élève jusqu'à 3600 mètres d'altitude. Après les premières importantes chutes de neige de la saison début janvier, les autorités avaient mis en garde contre un risque élevé d'avalanche dans les Alpes. Depuis le début de l'année, 4 personnes ont perdu la vie dans ces montagnes. Et si vous vous apprêtez à partir pour les sports d'hiver, soyez d'autant plus prudent que le réchauffement climatique peut provoquer aujourd'hui de nombreuses avalanches. Marie Semelin. Quand la neige tombe, elle s'accumule sur la crête de la montagne et le vent la pousse sur l'autre versant protégé du vent. Problème, cet autre versant n'est pas à la même température et n'a pas la même structure que celle où la neige est tombée. Résultat, la neige ne va pas adhérer à la montagne et le mouvement d'un simple skieur peut suffire à détacher cette plaque qu'on appelle plaque à vent. Comme sur cette vidéo amateur où on la voit se décrocher. Ce phénomène naturel s'aggrave lorsque les chutes de neige sont plus rares, comme cet hiver. La neige était quasiment absente jusqu'à Noël et les dernières chutes importantes datent de novembre. Une sous-couche trop mince, sans structure, avec une forte différence de température entre cette sous-couche et la nouvelle neige. Un phénomène donc accentué par le réchauffement des températures, rendu encore plus dangereux car les plaques à vent ne peuvent pas se distinguer à l'œil nu. Seul indice pour les skieurs, l'évaluation du risque d'avalanche par Météo France, qui était hier de 3 sur 5 en raison de l'instabilité du manteau neigeux, élevé aujourd'hui à 4. Les autres événements de la journée avec Léa Volbert. 2 attaques au couteau en Cisjordanie. La première à Hébron en début de journée, un Palestinien a tenté de poignarder un soldat israélien avant d'être abattu par des policiers. Deuxième attaque similaire à Naplouse, un Palestinien a également tenté de poignarder un soldat israélien. La victime est légèrement blessée à la main. Elle a été prise en charge sur place par des médecins de l'armée. Le terroriste a quant à lui été immédiatement abattu par les forces de l'ordre. Des terrains d'Eurotunnel volontairement inondés pour faire obstacle aux migrants. La porte-parole de la société privée franco-britannique assume ces méthodes. Elle affirme que ces inondations ont été réalisées en concertation avec les autorités dans le but de sécuriser la zone. La mesure a été proposée par le groupe Eurotunnel et validée en été 2015. Au mois de juillet dernier, plus de 1500 migrants ont tenté, au péril de leur vie, de pénétrer illégalement derrière les grillages pour gagner la Grande-Bretagne. La Grèce accepte la participation du FMI dans son nouveau plan d'aide. Une nécessité selon Euclide Tsakalotos, le ministre grec des Finances. Au mois de juillet dernier, Athènes avait accepté un 3e plan d'aide international échelonné sur 5 ans, 86 milliards d'euros en contrepartie d'une batterie de réformes économiques et sociales. Des représentants des principaux créanciers de la Grèce sont attendus à Athènes à partir du 18 janvier pour mener une première évaluation des progrès accomplis en 6 mois. C'est officiel, l'Afrique de l'Ouest en a définitivement fini avec l'épidémie Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé aujourd'hui l'arrêt de toutes les chaînes connues de transmission dans l'ensemble de la région. L'épidémie s'est déclenchée en décembre 2013 en Guinée, avant de se propager au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria, puis au Mali. En 2 ans, Ebola a provoqué la mort de plus de 11 000 personnes. Il a marqué toute une génération en interprétant le sombre et mystérieux professeur Rogue dans la saga Harry Potter. Alan Rickman est décédé aujourd'hui à 69 ans. L'acteur britannique a succombé à un cancer. Inénarrable et éternel méchant des scénarios, Alan Rickman était pourtant l'un des acteurs les plus appréciés de Grande-Bretagne. Il a rencontré son premier succès dans Piège de cristal en 1988 et s'est ensuite distingué dans Robin des Bois, Prince des voleurs ou encore Love Actually. Et les nominés sont... Et les nommés sont... Sans grande surprise, le favori est bien Le Revenant d'Alexandro Inarritu, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. For performance by an actor in a leading role, the nominees are Bryan Cranston in Trumbo, Matt Damon in The Martian, Leonardo DiCaprio in The Revenant, Michael Fassbender in Steve Jobs,
and Eddie Redmayne in The Danish Girl. Nommé 12 fois dans les catégories entre autres du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle et du meilleur réalisateur. En 2015 déjà, Alexandru Inarritu avait été oscarisé meilleur réalisateur pour Birdman. 2016 sera peut-être l'année de l'exploit. Avant lui, seuls 2 réalisateurs, John Ford et Joseph Mankiewicz, ont remporté la statuette tant convoitée 2 années consécutives. Autre favori de cette 88e cérémonie, Mad Max de George Miller, nominé dans 10 catégories. En lice dans la course au meilleur film étranger, Mustang pour la France, L'étreinte du serpent pour la Colombie ou encore Le fils de Saul pour la Hongrie. Dernière étape avant la grande cérémonie finale prévue le 28 février prochain à Los Angeles. 24 Oscars seront remis. Les votants, parmi lesquels figurent les acteurs, réalisateurs, monteurs et autres professionnels du milieu, ont jusqu'au 24 février pour faire leur choix. Et comme au cinéma, tous les coups sont permis pour obtenir l'Oscar. Laetitia Lorraini. Bien après l'annonce de ces nominations, tous les yeux sont rivés vers Leonardo DiCaprio qui a mangé du foie de bison cru, qui a escaladé des montagnes enneigées et qui s'est baigné dans des rivières glaciales pour interpréter son rôle dans le film The Revenant. Alors c'est la 6e fois que Leonardo DiCaprio est nommé pour le meilleur acteur et on se demande si 2016 pourrait enfin être son année. Puis quelle ironie s'il obtenait la statuette pour un film qui s'appelle Le Revenant, lui qui a déjà incarné des personnages aussi inoubliables que J. Edgar, que Howard Hughes ou encore plus récemment que Le Loup de Wall Street et pour lequel l'Académie l'a plutôt dédaigné. Autre fait à relever avec ces nominations, c'est la confirmation qu'Hollywood n'est plus une cérémonie américaine qui célèbre son propre cinéma, mais plutôt une cérémonie qui s'ouvre à présent au cinéma mondial. Le Revenant, dont je parlais précédemment et qui arrive en tête des mentions cette année, est produit par l'Israélien Arnon Milchan et est réalisé par un Mexicain, Alejandro González Inarritu. Mad Max, qui est également le 2e plus grand nombre de nominations cette année, est un film réalisé par George Miller, qui est lui australien, qui a un casting principalement non-américain et qui tourne dans le désert de Namibie, loin des studios hollywoodiens. La catégorie du meilleur film étranger, elle, attise de plus en plus la curiosité et la sélection est d'ailleurs formidable cette année avec le film français mais tourné en turc Mustang, ou alors le premier film jordanien à faire son entrée dans cette catégorie. Il est donc temps à présent pour le lobbying, pour remporter l'Oscar, d'être sur sa dernière ligne droite, sa dernière ligne d'attaque. Les producteurs et autres publicistes de tous ces films nommés vont devoir maintenant solliciter, choyer, voire manipuler les votants de l'Académie des arts et des sciences américaines, puisque l'Oscar, il faut le rappeler, c'est du prestige évidemment, mais c'est aussi une fantastique fenêtre d'exposition. Le salaire d'un acteur peut tripler en une soirée et un film inconnu peut devenir un énorme blockbuster. Il va y avoir près d'1 milliard de spectateurs dans le monde entier lors de cette cérémonie qui durera près de 5 heures. Rendez-vous le 28 février prochain pour connaître le nom des vainqueurs. Et les nominés sont, ce soir, Cyril Amar pour un nouveau magazine sur i24 News à 21h10, heure française, son titre Orient. Bonsoir Cyril. Bonsoir Paul. Bienvenue. Merci. Alors, ce magazine, premier numéro ce soir. Oui, c'est Charles de Gaulle qui avait eu cette phrase qui est depuis restée dans les annales. Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Or, dans cette région du monde, vous le savez Paul, rien n'est vraiment très très simple. Vous en avez parlé précédemment, 5 ans du printemps arabe. C'est un monde en pleine transition, au bord de l'implosion. Alors, avec toute la rédaction du MAG Orient, on a décidé d'offrir à nos téléspectateurs des clés simples pour expliquer et pour mieux comprendre un Orient compliqué. Pour ça, je recevrai chaque semaine en plateau des observateurs, mais aussi des acteurs du monde arabe, Moyen-Orient et Maghreb également, pour évidemment passer au crible de l'actualité de la semaine, mais également parler des grandes questions qui animent cette région du monde. Et puis, Paul, parce que le Moyen-Orient ne se résume pas forcément au dernier soubresaut du conflit syrien ou encore à la dernière vidéo mise en ligne par Daesh, et parce qu'on parle peut-être aussi un peu trop des morts dans cette région. Nous, on a fait le pari de parler des vivants, ceux qui résistent, ceux qui innovent, ceux qui créent. On parlera donc culture, mode, création, musique, etc. Et ce soir, le thème ? Alors ce soir, le hasard du calendrier a fait que la première émission d'Orient le Mag coïncide avec les 5 ans, l'anniversaire de la chute de Ben Ali, anniversaire sans faste, une jeunesse déchantée, une économie en berne, menaces terroristes, attentats à répétition. Alors on a demandé à nos invités, on leur demandera si la start-up de la démocratie arabe a tenu oui ou non ses promesses, et puis on parlera
finalement de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, cette grande rivalité et de cette grande discorde entre sunnites et chiites. Merci beaucoup Cyril, et on vous attend ce soir avec intérêt. Avec impatience, mais je pense qu'il y a un extrait. Alors justement, oui, c'est David Gombin qui nous parlera des sunnites et des chiites. Voilà, et on va le garder pour ce soir, on le regardera. Merci beaucoup. À 21h, heure française, après le journal de Jean-Charles Banoun. Voilà, nous arrivons au terme de ce 5e Paris-Jaffa, nouvelle émission que je vous propose depuis dimanche soir et depuis dimanche dernier. De quoi avons-nous parlé essentiellement? De guerre, de terrorisme, de haine. L'actualité est ainsi faite que nous vous montrons chaque jour la face la plus sombre du monde contemporain, de notre monde actuel. Mais nous tenons aussi, pour parler comme Lévinas, dire l'humain de l'homme. Et cet humain, ce soir, à l'entrée de Laetitia Immo, violoncelliste de talent, élève de Rostropovitch, qui a pour patrie la Méditerranée, de la Corse à Israël, où elle sera en tournée du 18 février jusqu'au mois de juin. Elle a choisi d'interpréter, après un rêve de Gabriel Fauré, un moment de grâce et d'espoir. Je vous dis bonsoir, on vous laisse avec Laetitia Immo et on se retrouve dimanche à 19h et ce soir, évidemment, après le journal de Jean-Charles Banoun. Bonsoir.